8h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Maître de conférence à Sciences Po Paris, vos derniers ouvrages, La guerre mondiale n'aura pas lieu, Les voies de la puissance, une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance devrait entamer demain samedi au Pakistan des négociations avec des représentants iraniens. Le but, c'est d'élaborer un plan de paix. Alors on va tenter avec vous de saisir la situation, car tout ça est quand même très mouvant, très troublé. Première question peut-être, est-ce que vous pensez que la trêve va tenir compte tenu de la poursuite des opérations israéliennes au Liban qui ont fait ces dernières heures plus de 200 morts, plus de 1000 blessés mercredi? L'agenda israélien vient-il contrarier l'agenda iranien des Américains selon vous, Frédéric Ancel? Écoutez, je suis un garçon plutôt optimiste, mais là, je vais vous dire franchement, la trêve, elle est extrêmement fragile, moins pour la raison que vous avez dite, parce qu'en réalité, ces dernières décennies, on a vu à plusieurs reprises le lien se distendre entre Téhéran et le Hezbollah. Je vous rappelle qu'en 2006, lors de la guerre déjà très très dure entre Israël et le Hezbollah, l'Iran n'était pas intervenu. Et dans les années 2010, à plusieurs reprises, lorsqu'Israël avait frappé des cibles humaines et matérielles nucléaires en Iran, sur le sol iranien, le Hezbollah n'était pas intervenu. Donc je dirais que c'est moins la poursuite de la guerre au Liban qui risque de menacer la poursuite de la trêve, mais c'est l'absence totale de plus petits dénominateurs communs entre les fameux 15 points, enfin les exigences américaines et les 10 exigences iraniennes. Pour l'instant, il n'y a pas de réel espace commun. Alors peut-être que ça va venir, parce que vous savez qu'en amont de toute négociation, évidemment, chacun démarre avec des exigences très importantes pour obtenir un peu moins. Alors, regardons maintenant ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, où les Iraniens défendent, parce que ça fait partie de leur proposition à négocier, veulent instaurer un péage pour tous les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz à $1 le baril. Ça pourrait leur apporter, si ça se faisait, jusqu'à 120 milliards de dollars par an, soit un quart du PIB de l'Iran. Alors, la position de Donald Trump est assez troublante. Il dit cette nuit, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Il y a 3 jours de cela, il semblait intéressé même pour s'associer à ce projet. Qu'est-ce qu'il changerait s'il venait à voir le jour? Alors d'abord, je pense qu'il faut se méfier, mais vous le savez bien, des rodomontades et des changements ubuesques de position de Donald Trump. Alors sauf que votre question est centrale, parce qu'en réalité, comme je le dis depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'au business. Il dirige son pays et une partie de la planète comme on dirigerait peut-être une entreprise. Et ce qui l'intéresse en réalité, c'est le mercantilisme absolu. Donc s'il peut gagner quelque chose, y compris avec ceux qu'il a dûment et amplement pourris sur le plan rhétorique ces dernières semaines et ces derniers mois, il le fera. Sauf que, en l'occurrence, en 1982, il s'est passé quelque chose, c'est la convention de Montego Bay, qui régit en fait depuis la libre circulation maritime, les zones économiques exclusives, etc. Bon. Et depuis, elle n'a jamais été fondamentalement transgressée. Là, si l'Iran s'emparait d'un rail maritime international à des fins personnelles en réalité, ça modifierait radicalement la donne. Et je vais vous dire, personne n'en veut. Et fondamentalement, je pense que même l'administration américaine ne pourra pas accepter ce type de schéma. Ouais, on imagine combien ça doit être mal reçu dans les capitales, notamment des États du Golfe, qui déjà se sont sentis maltraités par les États-Unis. Ils ont constaté qu'ils étaient peut-être des alliés de second rang pour Washington dans cette bataille face à l'Iran, qui les a laissés se faire bombarder par les Iraniens. Vous pensez que là, Donald Trump est en train de perdre des alliés stratégiques au Moyen-Orient ? Eh bien, vous avez raison de parler d'alliés de second rang, et j'irai plus loin, je vous dirais que ce sont de vulgaires clients. Et pour Trump, encore une fois, je maintiens cette dimension fondamentale chez Trump, c'est sa variable principale de toutes ses prises de décision, qui est le mercantilisme. En fait, il n'a pas d'alliés, il n'a pas d'ennemis, il n'a que des clients et des fournisseurs, ce garçon. Et l'Arabie Saoudite, bien sûr, dans une moindre mesure, le Koweït, les Émirats et les autres membres du Conseil de coopération du Golfe, pour lui, ce sont, de véritables vaches à lait. Mais ça n'intéresse pas en réalité les questions politiques, diplomatiques et militaires. Et effectivement, vous avez raison, il les a, dans une certaine mesure, abandonnés aux missiles et aux drones iraniens. Et entre nous soit dit, Biden n'avait pas tellement défendu l'Arabie Saoudite. C'était à l'époque en 2000.
de 2020, 2019 exactement, lorsque déjà des installations pétrolières saoudiennes avaient été frappées par des drones iraniens. Donc oui, effectivement, ces gens-là se sentent dans une certaine mesure abandonnés. Donc deux conséquences très rapides. Un, il y a un renforcement de ce conseil de coopération qui était moribond depuis pas mal d'années, avec le retour en flamme d'une représentation pan-arabe, ce qui est très intéressant, hein, parce que ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu à ce point-là. Et puis deux, pour la France, il va y avoir très vraisemblablement des demandes supplémentaires, non seulement d'alliances un peu façon Émirats Arabes Unis, mais également des demandes très prosaïquement parlant de matériel militaire français pour ces prochaines années. Oui, parce que la France, elle ne s'est pas défaussée lorsqu'il s'est agi d'activer les accords de défense. Elle a été là pour les Émirats Arabes Unis, etc. Alors, si on regarde, revenons un instant à Israël, parce que alors évidemment le tableau est hyper compliqué, mais aujourd'hui la France est en train de demander à ce qu'on le réexamine les accords de coopération militaire qu'on a avec Israël. Il y a un choix qui est en train de se faire au niveau de la diplomatie française entre les pays arabes et Israël. Vous pensez, Frédéric Ancel ? Alors non, d'abord je ne pense pas qu'il y ait un clivage entre les pays arabes et Israël. En fait, le conflit israélo-arabe n'existe plus depuis au moins la guerre de Kippour de 73. Et vous aurez noté que plusieurs pays arabes ont signé en 2020 les fameux accords d'Abraham, dont les Émirats, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Donc je ne crois pas que le clivage passe par là. En revanche, la diplomatie française, elle est très claire. Il faut un cessez-le-feu global et général, même si le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé à plusieurs reprises, le régime iranien est tout à fait hostile, y compris aux intérêts français. Et même si là aussi ça a été rappelé, le Hezbollah est considéré comme un mouvement tout à fait illégal dans le cadre de sa démilitarisation. Mais si je peux me permettre, c'est pas le traité, c'est pas un traité de type militaire qu'Emmanuel Macron a évoqué. C'est l'accord de libre-échange économique entre Israël et l'ex-CEE en 1993 et 95, qui effectivement là porterait un coup très dur à l'économie israélienne. Mais de toute façon, c'est un débat théorique, parce que il faudrait pour cela l'unanimité et non pas seulement une majorité qualifiée ou absolue des États membres de l'Union européenne. Et c'est pas possible, parce que plusieurs États ont déjà affirmé à maintes reprises que c'était hors de question. Alors, autre volet dans cette crise, c'est l'OTAN. Frédéric Ancel, Donald Trump continue d'exiger le déploiement de navires de guerre ou d'autres moyens militaires européens, notamment à Hormuz. En tout cas, il veut que ses alliés dans l'OTAN le fassent. Autrement, dit-il, je les sanctionnerai, je retirerai éventuellement les troupes américaines stationnées dans un certain nombre de pays européens. Il pense notamment à l'Espagne, qui ne l'a pas du tout suivi et qui s'est opposée à lui dans ce conflit. Au point où l'on en est, l'OTAN veut-il dire encore quelque chose, Frédéric Ancel ? Alors effectivement, on a de la part de Donald Trump, vous voyez, on est toujours sur cet ethos commercial, mercantiliste et économique. Et Trump, en réalité, lui, il considère que l'OTAN lui coûte beaucoup trop cher. Et il parle systématiquement d'argent. Alors il y a au moins un argument qui n'est pas inintéressant, c'est que pendant des décennies de guerre froide, les Européens ont quand même abandonné littéralement leur protection aux grands alliés partenaires américains. Mais à partir du moment où Trump ne nous voit pas comme des alliés, encore une fois, mais comme de simples partenaires économiques qui, en l'occurrence, lui coûtent beaucoup trop cher, eh bien, il décide effectivement de vider en partie de sa substance l'OTAN. Et je pense que cette menace, il faut la prendre au sérieux. C'est la raison pour laquelle, vous me connaissez, vous le savez, je prône comme géopolitologue une véritable perspective d'Europe puissance. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous avez un train à prendre, je crois qu'il est en vue là. C'est exact. Quai numéro 2. Je rappelle vos derniers ouvrages, La guerre mondiale n'aura pas lieu, Les voies de la puissance. Merci d'être venu en tout cas ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.